Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Que s'est-il vraiment passé à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, ce samedi, en marge des funérailles du pape François? Je crois que tous les observateurs, et même tous les acteurs l'ont dit, plus ou moins publiquement ou dans leur tweet. Il y a eu un travail formidable de la secrétarie d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères du Vatican, qui a un des meilleurs services diplomatiques du monde, puisqu'ils sont représentés partout, il y a des nonces apostoliques partout, évidemment par le réseau et par les prêtres de l'Église catholique, ils sont extrêmement bien informés, donc c'est un des meilleurs services diplomatiques de la planète, et il s'est passé quelque chose d'historique, puisque l'Église a réussi à organiser une rencontre, une discussion qui a eu l'air, vous avez vu les photos, on ne connaît pas le contenu de la discussion, les photos, très alors, on ne connaît pas le contenu de Trump et de Zelensky, oui, où ils étaient tous les deux extrêmement concentrés, attentifs l'un à l'autre, donc une très bonne réunion sur des thèmes qu'ils maîtrisent déjà parfaitement, donc ça a sûrement donné quelque chose, d'autant plus que ça peut donner quelque chose, parce que ça paraît quand même très court, très informel. Oui, mais vous savez, ce sont des thèmes qu'ils connaissent. C'est le gel, où est-ce qu'on gèle la ligne de cessez-le-feu. Il s'agit du cessez-le-feu, le statut de la Crimée, le statut des garanties de sécurité et les réparations. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, en un quart d'heure, on peut quand même traiter ça. Surtout que l'un et l'autre maîtrisent parfaitement le sujet. Il n'y a pas d'interprétariat puisque Zelensky parle anglais, donc ils ont parlé directement en anglais. Et à la fin, j'ai remarqué que Zelensky a fait un tweet pour remercier justement le président Trump. Donc les mauvais souvenirs du 28 février, la réunion houleuse dans le bureau ovale, elle est oubliée. Et maintenant, la relation au plus haut niveau est rétablie entre l'Ukraine et l'Amérique. L'Amérique continue d'ailleurs, comme il faut le savoir, à fournir du renseignement militaire, le renseignement satellitaire qui est très précieux aux Ukrainiens. Il y a eu une interruption de 6 jours, seulement après cette réunion houleuse à la Maison-Blanche. Et puis, les Américains aussi poursuivent leur livraison de matériel militaire à l'Ukraine dans le cadre de ce qui avait été voté par le Congrès en avril 2024. Donc, selon vous, les voûtes de Saint-Pierre ont effacé l'explication de gravure du bureau ovale? Oui, tout à fait. Il y a eu une sorte de grâce qui s'est... Et ensuite aussi, il faut voir que Trump a fait un tweet pour se demander si Poutine ne le baladait pas et pour condamner les bombardements russes qui continuaient sur l'Ukraine. Pour l'heure, il y a une question qui est revenue dans beaucoup de bouches et dans beaucoup de discussions, c'est celle de la paix. Est-ce que ces discussions ont permis de faire avancer la paix, ou bien était-ce un wishful thinking relatif à la situation et relatif aux vœux, parfois pieux, du pape défunt? Alors, je pense que très clairement, ces discussions ont fait avancer le chemin vers la paix, c'est un grand mot, le cessez-le-feu. L'armistice, si vous voulez. Alors, parce que c'est l'un des points centraux, c'est que, a priori, la question, c'est de savoir quel type de cessez-le-feu il peut y avoir. Ben voilà, c'est un cessez-le-feu inconditionnel. Les Russes ont fait un chemin vers la possibilité de ce cessez-le-feu inconditionnel que les Ukrainiens avaient déjà accepté. Ça, c'est très important. Alors ensuite, évidemment, il va y avoir les discussions sur le traité de paix, et ça va être très long parce que les Ukrainiens n'ont pas du tout envie de reconnaître, si vous voulez, le fait que la Crimée ou certains territoires du Donbass seraient russes. Mais on n'est pas du tout obligé. L'important, c'est que la boucherie s'arrête. Mais est-ce que Volodymyr Zelensky veut que cette boucherie s'arrête ?
Ah, je pense, sinon il n'aurait pas accepté le cessez-le-feu. Je pense qu'il y a une fatigue très importante de l'armée ukrainienne. C'est un peu normal, parce que ce sont les pères de famille qui se battent, donc ils ont peut-être envie, ceux qui ont survécu, de voir leurs enfants grandir. Beaucoup de jeunes n'ont pas été enrôlés. Beaucoup de jeunes ukrainiens se trouvent d'ailleurs en Pologne. Donc la volonté de se sacrifier pour la patrie, qui a été quand même le phénomène marquant de l'engagement des Ukrainiens et qui a fonctionné, est en train de baisser face à un désir de paix. D'abord, ils ont quand même réussi à sauver la souveraineté et la liberté de l'Ukraine, puisque Vladimir Poutine a quand même essayé de prendre Kiev et de prendre le pays, de soumettre l'Ukraine à la décision russe. Là, l'indépendance et la liberté ukrainienne ont été sauvés. Maintenant, il y a des territoires qui ont été perdus, que tout le monde comprend. Donc, vous dites ça va être très difficile. Vous dites l'indépendance, Renaud, vous dites l'indépendance et la souveraineté ukrainienne sont sauvées. Donc ça, c'est un premier objectif. Oui, question sur cette thématique encore de la paix. Est-ce que les Russes veulent la paix ? Alors moi, je pense que les Russes, Vladimir Poutine, a une occasion comme ça de sortir la tête haute. Je crois qu'il a besoin, que son économie quand même va pas très bien, il a besoin de refaire du commerce, il a besoin d'avoir une levée des sanctions. Il y a des perspectives d'investissement américain assez importants en Russie. Je crois que Poutine est sensible au fait qu'il souhaiterait que tous les Russes qui étaient dans les secteurs technologiques et qui évidemment condamnaient la guerre reviennent. Beaucoup se sont installés à Belgrade, à Dubaï, etc. Reviennent travailler en Russie. Et donc je pense que son intérêt quand même est aussi la paix. Alors, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je pense que c'est quand même l'intérêt de la Russie. Il y a un homme en tous les cas qui a intérêt à cette paix, qui veut une paix assez rapide et assez spectaculaire, c'est Donald Trump. Est-ce que les discussions et les rencontres romaines ont pu infléchir son empressement à conclure un deal ? Oui, ce que je crois, c'est qu'il a mieux compris le point de vue de Zelensky, qui défend évidemment les intérêts de l'Ukraine. Il a compris que Zelensky, évidemment, défendrait becs et ongles les intérêts de l'Ukraine, mais qu'il n'était pas totalement borné, qu'il comprenait la situation, qu'il était réaliste. Alors, vous savez, c'est normal que peut-être Zelensky ne reconnaisse pas l'annexion de territoires par la Russie, comme par exemple l'annexion de la Crimée, ou alors qu'il y ait une décision de, comme on dit en anglais, to shelve it, c'est-à-dire de mettre sur l'étagère le problème de la Crimée. Et c'est quelque chose que Zelensky était prêt à faire lors des discussions qu'il y a eu quand même à Istanbul en mars 2022, donc un mois après le début de l'agression russe, où on était prêt, la délégation ukrainienne a dit bon, la Crimée, on en reparlera dans 20 ans. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ce qui est important, c'est que si vous avez un cessez-le-feu, il y a des situations de cessez-le-feu qui durent et qui ne sont pas mauvaises pour tout le monde. J'en veux pour preuve, depuis 1953, donc ça fait plus de 70 ans, il y a un cessez-le-feu en Corée qui a permis à la Corée du Sud de devenir, qui est un pays très pauvre, de devenir un pays aujourd'hui plus riche que la France. Question rapide, les Russes pourraient-ils durablement se contenter des termes du plan de paix américain, celui de Steve Witkoff, qui est celui qui a été présenté à Moscou et auprès de Sergueï Lavrov la semaine dernière, et de Vladimir Poutine, donc l'envoyé spécial de Donald Trump, à savoir reconnaissance de la possession de la Crimée et détention de facto des oblasts de Louhansk et Donetsk. Est-ce que les Russes pourraient se contenter de ça ? Eh bien, pour le moment, comme vous le savez, il ne contrôle pas la totalité des territoires des 4 oblasts. Il ne contrôle pas la ville de Kherson, qui est sur la rive occidentale du Dniepr. Et Kherson, c'est la capitale de l'oblast de Kherson. Il ne contrôle pas non plus la ville de Zaporijjia, qui est aussi sur la rive occidentale du fleuve Dniepr. Il contrôle la centrale électrique, mais pas la ville. Donc, il ne contrôle pas la totalité des oblasts. Évidemment, les Ukrainiens ne vont pas leur donner des territoires qui leur appartiennent et qu'ils contrôlent. Mais les Russes ont fait un pas en disant qu'ils pourraient accepter cette ligne de cessez-le-feu sans avoir la totalité des oblasts qu'ils ont pourtant annexés dans leur constitution.
Sur l'indemnisation de l'Ukraine, si la question du comment entre le plan de paix russe et le plan de paix européen n'est pas tranchée, lui, le principe d'une indemnisation, en tout cas, paraît acquise entre l'approche américaine et l'approche européenne. Alors, il n'y aura sûrement pas d'indemnisation russe de l'Ukraine, parce que ce serait reconnaître une culpabilité. Une agression. En revanche, si ils sont malins, il pourrait y avoir, sans le dire, une sorte d'indemnisation, c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre ce que Poutine lui-même faisait dans les années 2000, c'est-à-dire vendre du gaz à prix discompté à l'Ukraine, voilà, mais sans le dire, voilà, comme ça serait une sorte de compensation. Et puis il y a toute la question des avoirs russes gelés en Europe. Alors pour le moment, les intérêts financent l'effort de guerre. Les intérêts de ces avoirs russes. Les intérêts de ces avoirs russes qui sont dans les banques européennes financent l'effort de guerre ukrainien. En droit international, c'est très difficile de confisquer ou de prendre, de voler cet argent, si vous voulez. Et Macron hésite parce qu'il y a des problèmes de droit international. Mais c'est là-dessus qu'on discute aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est est-ce qu'il y a un moyen ou pas de prendre ces avoirs russes. Mais là, il y a une vraie question juridique. Rapidement, Renaud, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il peut y avoir aucune limite, je cite le plan de paix européen, aucune limite aux forces ukrainiennes et aucune restriction aux alliés de l'Ukraine qui stationneraient sur le sol ukrainien? Alors là, il va y avoir une limite parce que la position russe est extrêmement claire. C'est une ligne rouge pour les Russes. C'est une ligne rouge. La position russe, on peut la résumer en une phrase. Hein. Pas d'Ukraine dans l'OTAN et pas d'OTAN en Ukraine. Et c'est là l'un des points de discussion. Voilà, mais alors en revanche, on peut faire des tas de choses. On peut par exemple avoir des avions français et britanniques qui se mettent dans les pays limitrophes comme la Roumanie et qui pourraient, une fois le cessez-le-feu signé, être prêts à garantir une no-flight zone, par exemple, des choses comme ça. Et on continuera de suivre ça. Merci beaucoup, Renaud Girard. Je signale votre prochaine chronique dans l'édition papier du Figaro, c'est toujours un plaisir. Votre prochaine chronique, elle, est consacrée à un autre grand sujet dont vous viendrez nous reparler ici, c'est celui des Grands Lacs en Afrique. Sujet passionnant et chronique qui le sera tout autant. Merci beaucoup.